tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22 heures, les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État a présidé ce matin à la cérémonie de lancement du Fonds souverain de Djibouti. Au Soudan, après les inondations meurtrières, le Nil entame sa décrue. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par le lancement du Fonds souverain de Djibouti. En effet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé ce matin au lancement officiel du Fonds souverain de Djibouti. Cet événement qui revêt une importance incontestée a rassemblé tous les membres du gouvernement, des experts, économistes internationaux de renom qui accompagnent le lancement du fonds depuis sa création. Véritable instrument de croissance économique accélérée, le fonds souverain possède 1,5 milliard de dollars d'ici 10 ans, et ce conformément à la loi du 29 mars qui l'a institué. Ce fonds est un outil innovateur qui apporte un grand regard sur le développement et la transformation économique de Djibouti. En effet, ce fonds va répondre à un besoin, celui d'impulser une nouvelle phase de l'émergence économique nationale avec un fort impact sur la société et son économie. Bien sûr, la création d'emplois et de richesses est au rendez-vous et avant tout une optimisation des entreprises afin que le secteur privé puisse jouer un rôle prépondérant dans la croissance économique. L'éclosion de ce fonds nouveau dans le paysage économique djiboutien est un instrument politique public au service du développement du pays. Ainsi, cette journée couronnée de succès concrétise clairement l'ambition de la République de Djibouti pour devenir un Singapour de la Corne. Au terme de cette rencontre, les membres du gouvernement et les éminents experts ont apporté leur pierre à l'édifice, mais aussi leur expérience sur les meilleures pratiques, tout cela sous le principe de Santiago. Et dans leur intervention respective, le directeur général du Fonds souverain et Maître Jean Guiri sont revenus sur l'impact du Fonds souverain de Djibouti sur l'économie nationale djiboutienne. Texte fondateur du FSD, dont la loi qui a été promulguée et entrée en vigueur le 29 mars 2020, ont visé à concevoir un fonds souverain qui est créé sous la forme d'une société anonyme de droit privé. Non, l'État djiboutien est et restera l'unique actionnaire, comme l'a dit le président de la République, et qui est placé sous la tutelle de la présidence de la République. Nous avons conçu l'organisation du Fonds souverain de Djibouti d'un point de vue juridique, afin qu'il soit un instrument moderne et efficace au service de l'État et du peuple djiboutien. Les textes fondateurs du FSD, dont la loi que j'ai mentionnée, mais également les décrets d'application et ses statuts, visent à mettre en place des principes de bonne gouvernance, de transparence et de contrôle. Et ce, dans la lignée de ces fameux principes d'Équateur dont on a parlé, qui sont des principes et pratiques généralement acceptés en matière de fonds souverains internationalement. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour accompagner ce projet qui est l'un des projets phares de Monsieur le Président de la République, qui rentre dans la vision de 2035 de développement de la République de Djibouti. Mais le focus, c'est véritablement de mettre en place une institution aux normes internationales avec une gouvernance irréprochable, très structurée. Le focus va être d'agir avec prudence et de gérer au mieux les ressources nationales. Le focus est aussi de développer une certaine forme d'équilibre et d'accompagner la diversification de l'économie nationale. Autre intervention que je propose de suivre, celle de Youssouf Moussa Dawale, président de la Chambre de commerce de Djibouti, et celle de Lionel Zenzou, coprésident de ce fonds. Je voudrais dire que nous nous effaçons en faisant aujourd'hui l'éloge de ce qui a été réalisé, nous nous effaçons avec respect devant ce qui a été conduit sous votre autorité et avec votre vision de long terme par les autorités publiques.
Je voudrais dire, ayant eu la chance, comme mon collègue Donald, de participer aux affaires publiques en Afrique, dans nos pays, que nous tenons à saluer ici la rapidité, l'efficacité, la cohérence, la réactivité de vos services, de la présidence, du ministère de l'économie et des finances, de l'ensemble des ministères, de l'inspection générale d'État. Ça a été un travail extrêmement satisfaisant pour des conseils, parce que entre le moment, tout petit peu plus d'une année, où vous avez exprimé votre vision et le vote de la loi du 29 mars 2020, on a eu, en termes de mise en place d'une institution nouvelle, comparé à tout ce qui peut se faire dans le monde, une vitesse et une cohérence d'exécution qui est remarquable. Cette initiative, Excellence, Monsieur le Président de la République, ne pourrait être prise à un meilleur moment afin d'assurer le décollage de notre croissance, pérenniser les retombées financières de nos investissements. La création de ces fonds d'investissement national et d'épargne intergénérationnel destinés à investir dans des projets ayant un impact positif sur l'économie et sur la gestion à long terme des réserves financières pour les générations futures ne peut être que validée par tous. Je me félicite donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, des dispositifs législatifs qui ont été prévus lors de la création de ce fonds. La nouvelle instance pourrait également intervenir sous la forme d'un fonds d'appui à l'innovation ou à des projets de très fort potentiel d'emploi portés par des entités privées nationales, comme vous l'avez si bien dit, Excellence, Monsieur le Président. La Chambre de commerce de Djibouti, et dans son ensemble, et le secteur privé, reste disposé à collaborer étroitement avec cette nouvelle institution afin de permettre à une plus grande implication du secteur privé dans les activités du Fonds. Sur ces points, justement, nous souhaiterions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de saisir l'occasion pour suggérer une participation active du secteur privé au sein de la gouvernance de ces fonds. Je me réjouis qu'aujourd'hui, grâce à cette instance, la République de Djibouti dispose d'un mécanisme susceptible d'investir dans les secteurs prioritaires pour le pays. D'autant plus que dans le contexte actuel post-Covid-19, il est difficile de garantir l'obtention de financement des projets de développement par l'investissement étranger uniquement. Je vous propose cette fois de suivre le mot du président du conseil d'administration, M. Mohamed Sekiye Kayed. En cette période de crise sanitaire et économique, la mise en place de ces fonds arrive à point nommé, car il aura pour mission de jouer un rôle contre-cyclique de relance économique en vue de juguler les effets des chocs exogènes tels que les pandémies. Et hormis ce soutien conjoncturel, les fonds jouera surtout un rôle beaucoup plus structurel, transformateur et accélérateur de développement de notre économie. Beaucoup de pays qui l'ont adopté ont fait des progrès considérables en Europe, en Asie et même plus récemment en Afrique. Il répond à un besoin d'impulser une nouvelle phase de notre politique de développement et son premier objectif sera la mise en œuvre de la vision 2035 en investissant ou en co-investissant dans des projets transformateurs. Dans un discours fait à cette occasion, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a mis en avant le rôle prépondérant de ce fonds dans la croissance économique de notre pays. Dans un premier temps, dès ma nomination, Monsieur le Président, vous avez beaucoup insisté sur le changement de paradigme dans la conduite, en tout cas de la politique publique en République de Djibouti, et de s'atteler beaucoup à la planification stratégique pour arriver à une diversification rapide de notre économie. Et à l'époque, on avait travaillé avec les amis de la banque sur un document qui s'appelait « Analyse diagnostique du modèle de croissance de Djibouti ».
Et la conclusion, à l'époque, en début 2012, a été faite pour dire que le modèle de croissance actuel de Djibouti, donc de 2012, n'était plus durable. N'était plus durable parce que vivait beaucoup que d'un seul secteur et très peu diversifié, pendant que beaucoup d'opportunités étaient sous-exploitées encore. Et donc ce rapport, il présentait l'intérêt d'approfondir et de maximiser les avantages comparatifs et les avantages absolus de Djibouti, y compris dans le domaine de la logistique. Nous avons donc, à partir de ce diagnostic, fait l'étude sur la vision, votre vision, laquelle nous avons partagée, et tout le peuple djiboutien avait partagé, à long terme, avec des séquences de stratégies sectorielles, notamment ESCAP, ce que nous sommes en train de faire actuellement, la deuxième phase sur ici. Et en même temps, il y a eu des grandes décisions prises, Monsieur le Président, pour développer des infrastructures et donc maximiser les avantages absolus ou comparatifs de Djibouti. Et dans son intervention, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a indiqué que ce fonds permettra à Djibouti d'être impulsé à un mode de développement plus grand pour que nous soyons toujours en phase avec l'évolution du monde qui nous entoure. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs les ministres et membres du gouvernement, messieurs les membres du conseil d'administration du Fonds souverain de Djibouti, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je souhaite tout d'abord remercier les participants à ce forum aujourd'hui dans ce lieu pour marquer un événement particulièrement important dans la vie de notre pays. Le lancement officiel du Fonds souverain de Djibouti, un instrument nouveau de développement économique accéléré. Je tiens en particulier à remercier nos amis et partenaires qui ont participé à ce projet et qui ont fait le voyage pour marquer de leur présence ce moment. Bienvenue donc à Djibouti. Mesdames et messieurs, chers invités, face aux défis de notre pays, a toujours su s'appuyer sur son génie national pour se montrer à la hauteur des enjeux. Depuis notre indépendance, en juin 1977, nous avons constamment agi pour garantir notre souveraineté, notre indépendance et notre sécurité. Et nous avons constamment agi pour tracer un chemin de développement durable, malgré les contraintes de notre territoire. Notre objectif essentiel a toujours été l'émergence économique, le développement, le bien-être de nos citoyens. La pandémie de Covid-19 n'a pas démenti cette capacité à lutter. Elle a montré que la République pouvait compter sur ses propres forces pour faire face aux difficultés du présent, tout en maintenant une politique stratégique à long terme. Djibouti n'est pas un pays riche. Le sous-sol n'est pas gorgé de matières premières. Le climat est chaud, semi-désertique. L'eau est un bien précieux et rare, mais nous avons de l'ambition. Nous avons su nous appuyer sur notre situation géographique pour construire un projet de développement, un projet d'avenir. Au carrefour de l'Asie et de l'Afrique, sur la route du canal de Suez et de l'Europe, gardien du détroit de Bab el-Mandeb, Djibouti est idéalement positionné sur l'une des routes commerciales les plus actives et les plus stratégiques du monde. Nos traditions sont celles de l'échange et de l'ouverture. Nous sommes un peuple de la terre et de la mer.
Fidèles à cette lignée, nous avons défini notre cap, notre stratégie, devenir un hub commercial, logistique, portuaire et numérique incontournable. Investir dans les infrastructures pour répondre à cette exigence. Développer l'amont et l'aval par un secteur privé dynamique. Moderniser nos entreprises et en particulier celles du secteur public pour répondre aux défis du futur. Depuis 2 décennies, nous avons collectivement, ensemble, travaillé dur pour obtenir des résultats tangibles. Un cadre légal et financier reconnu, une monnaie stable et convertible, des structures portuaires et de transport de classe mondiale, des liens mutuellement profitables avec nos grands partenaires régionaux et internationaux. Le taux de croissance, 8% en 2018 et 7% en 2019, place notre pays parmi les économies les plus dynamiques du continent. Notre richesse nationale s'accroît, soulignée par notre progression dans les classements internationaux. Elle a plus que quintuplé en 20 ans pour atteindre un PIB de près de 3 milliards de dollars courants. La croissance, l'amélioration constante du cadre légal et juridique soutient l'attractivité de notre pays. Avec un résultat tangible, depuis près d'une décennie, les investissements privés étrangers décollent. Il s'agit maintenant de passer un cap qualitatif, d'impulser une nouvelle phase de notre développement, d'accélérer le rythme, de se moderniser plus encore, pour que nous soyons toujours en phase avec les évolutions du monde qui nous entoure et pour répondre aux besoins légitimes des Djiboutiens. Il nous faut agir pour une meilleure répartition de notre effort sur le territoire national. Agir pour privilégier l'éducation, la formation et l'emploi de nos jeunes. Il nous faut pouvoir investir et de co-investir de manière souveraine sur des grands projets structurants. Il nous faut favoriser plus encore l'émergence d'un secteur privé diversifié et compétitif. Il nous faut accentuer notre intégration avec la région, avec nos pays frères et voisins, et en particulier l'Éthiopie, dont nous sommes l'une des portes sur le monde. Dans un second volet, le chef de l'État est revenu sur l'impact positif qu'aura ce fonds pour le développement économique de notre pays. Messieurs, chers invités, tous ces objectifs de modernisation, d'adaptation, de croissance sont inscrits dans la vision 2035, la stratégie qui guide notre action à long terme. Cette stratégie va pouvoir bénéficier d'un instrument nouveau d'action, mobilisateur de moyens, et qui se démarque des approches traditionnelles du développement. Cet outil de croissance et de transformation économique accélérée, c'est le Fonds souverain de Djibouti, FSD. Le fonds a été créé par la loi du 29 mars 2020. Ces structures se mettent progressivement en place. L'équipe s'organise. Il sera très rapidement opérationnel. Le fonds vise à mobiliser les ressources de Djibouti, à les centraliser d'une certaine manière afin de créer du poids, du leverage, comme disent nos amis anglo-saxons, pour mieux maîtriser nos projets, pour accentuer fortement notre marge de manœuvre et de négociation, pour privilégier nos intérêts nationaux et stratégiques, pour être le partenaire nécessaire, solide et engagé que recherchent les investisseurs djiboutiens ou internationaux. Il s'agit d'optimiser nos moyens pour investir dans l'économie réelle, les entreprises, la compétitivité, le secteur privé, le développement d'un Made in Djibouti.
Le fonds aura aussi la responsabilité de soutenir la gestion et la stratégie des entreprises publiques du secteur concurrentiel. Il devra représenter l'État actionnaire et en accroître la compétitivité. Le fonds incarne notre volonté de progresser dans la chaîne de valeur, d'intégrer le haut de la courbe en termes de capacité de décision, de capacité d'action, de retour sur investissement, de savoir-faire. Cette compétence, cette capacité à agir est un élément central de notre projet. C'est important, et je le souligne, le fonds va créer de la croissance, favoriser les investissements, mais c'est avant tout un instrument efficace de développement au service des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Par son activité, le fonds participera activement à la création d'emplois, à l'élévation générale du niveau de vie. Le seul actionnaire du fonds est et demeurera l'État de Djibouti. C'est inscrit dans la loi. Son efficacité se mesurera par la réalisation des projets, par sa rentabilité, mais aussi et surtout par sa capacité de générer des réserves pour les générations futures, à la création d'une nouvelle classe d'entrepreneurs. Mesdames et messieurs, un aspect est particulièrement essentiel à la réussite de ce projet, à sa légitimité vis-à-vis des citoyens de Djibouti et vis-à-vis de ses partenaires nationaux et internationaux. C'est celui de la gouvernance et de la transparence. Dans ce domaine, nous sommes déterminés à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de responsabilité et d'indépendance de ces organes de gestion, de gouvernance, de transparence et de performance en conformité avec la loi djiboutienne et les principes internationaux admis en la matière. Une direction a été mise en place, les organes de gouvernance et d'audit également. Des femmes et des hommes, des cadres djiboutiens seront appelés à participer à cette ambition. Des talents africains, internationaux également. Il nous faut réussir. Ce que nous cherchions à faire advenir, c'est une économie moderne, socialement inclusive, capable de créer un environnement propice à l'épanouissement et au développement de l'initiative privée. Nous devons permettre aux talents djiboutiens d'entreprendre, de participer à l'industrialisation de notre nation, de positionner notre pays comme un centre d'excellence, de compétitivité et d'innovation. Dans cet élan, nous devons également renforcer la gestion et la gouvernance de notre patrimoine public. Le fonds est un outil de notre ambition. Mais au-delà de la mise en place de cet instrument financier, nous sommes tous concernés par cette exigence de modernisation. Nos ministres, nos responsables politiques, nos entrepreneurs, nos directeurs du secteur public, nos cadres, nos jeunes, les acteurs de la société civile, tous les Djiboutiens doivent s'inscrire dans cette démarche essentielle pour notre avenir commun. Mesdames et messieurs, chers invités, je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre attention. Et je laisse maintenant la parole aux professionnels et aux experts pour engager une discussion, un échange productif sur le Fonds souverain de Djibouti, son fonctionnement et ses objectifs. Et je vous remercie. Et concernant l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti, sur 386 tests réalisés, une seule personne a été détectée positive. Restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres et en cas de symptômes, n'hésitez pas à appeler le 1517.
Autre actualité de ce 22h et dans le cadre du programme Zéro Bidonville, le directeur général de l'Agence de la réhabilitation urbaine et du logement social à Roulos, Abdurrahman Ali Ahmed, et le secrétaire général du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Madame Mifrah Ali Ahmed, a procédé ce matin sur le site de Belbala Adi à l'ouverture partielle du premier tronçon de 500 mètres de route pour désenclaver le quartier neuf en construction. Eh bien, cette cérémonie d'ouverture a réuni le sous-préfet du 4e arrondissement, des responsables de la police nationale, des représentants de l'ADR et plusieurs cadres de l'administration publique et de la société civile. Toute la délégation a parcouru toute la piste après avoir procédé à l'ouverture partielle des tronçons terminés. C'est un chantier qui va permettre de désenclaver et procéder à l'ouverture des voiries dans tout Belbala. Alors ce premier tronçon fait une largeur d'environ 12 mètres et ça permet aujourd'hui à ce quartier-là de Belbala ancien où nous avons procédé aujourd'hui en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de solidarité à l'ouverture de ce premier tronçon pour permettre à la population de voir les avantages et les effets que ça peut procurer l'ouverture d'une grande voie. Et je lance un appel à la population pour pouvoir préserver ces infrastructures parce que c'est vraiment très important. Nous sommes en train de continuer à finaliser ce tronçon. Cette voie fait un total de 1,2 km. Nous avons déjà fini 500 mètres. Il nous reste encore 700 mètres à faire avec des reculs de façade que nous sommes en train d'opérer. Et aujourd'hui, nous sommes là pour déjà donner ce premier tronçon à la population en leur disant de préserver ces infrastructures et de pouvoir également faciliter la mobilité urbaine du quartier. Dans l'actualité également, il y a cette visite d'inspection et de contrôle des agents de la direction de l'hydrocarbure et la direction générale de la protection civile qui ont effectué une inspection de travail à la société de Proxigaz. Objectif étant de contrôler le respect des réglementations, des techniques de sécurité et veiller ainsi à la protection et à la prévention des règles de stockage, de sécurité du pétrole brut et de produits raffinés. Gazier. Et on a fait, c'est-à-dire la direction des hydrocarbures a fait en conjointement avec la protection civile les inspections de contrôle sur la qualité des installations de production. Donc aujourd'hui on a fait Proxigaz, ministère de la Santé et FAPTEC. Et précédemment on a fait SDBK et Brother and Associates. Donc tous ces rapports seront transmis à nos supérieurs hiérarchiques. Dans le cadre du lancement des activités du projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat et mené conjointement par le directeur de l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, M. Mahdi, et la directrice des CDC, le président de la Fondation Ismaël Omar Guelleh, M. Mahmoud Ali Ousmane, a accueilli hier dimanche à la cité Nassib, ainsi que Monsieur Suleiman, accompagné d'un expert en micro-entreprise, en l'occurrence Abdellatif Mohamed Abdillahi, dans le cadre du projet des cadres de la DDS et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, qui vont d'abord dispenser une formation de 2 mois axée dans le domaine de l'entrepreneuriat avant de soumettre aux participants un concours de plan d'affaires. Rappelons que le tirage au sort permettra de sélectionner des bénéficiaires de la formation de ce projet qui débutera dans la semaine, et ce au centre de développement communautaire de la cité Nassib. Ça va permettre à pouvoir financer des jeunes futurs entrepreneurs de la fondation. Donc c'est un projet noble que la cité attendait depuis un bail. Et aujourd'hui, nous venons d'entamer le tirage au sort de groupes qui vont bientôt commencer la formation. Donc tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui, d'abord, c'est de féliciter notre parrain qui est le président de la République, ainsi que la première dame, Mme Khadra Mohamed Haid, ainsi que le directeur de la fondation, M. Mahmoud, et le directeur de la DDS,
Et je souhaiterais à la jeunesse de notre fondation, bonne chance, profitez de cette formation. Et nous allons à Lissabié pour parler de l'ouverture d'une auto-école. En effet, l'agence DD ou le bureau facilitateur des multiples services à Ascaville, en partenariat avec l'auto-école SIA, des mises en service par l'ouverture d'une branche locale d'apprentissage d'école de conduite de véhicules. Beaucoup d'Assajog, surtout des jeunes apprenant à conduire, en quelque sorte, ils participent activement à la formation. Avant ce rapprochement de la conduite du véhicule, l'obtention du permis était très difficile pour la population. Chaque personne intéressée était obligée d'aller vers la capitale pour l'obtention d'un permis de conduire. Maintenant, plus besoin de se déplacer vers la capitale. Fini les allers-retours incessants. Les Assajog désireux passer leur permis de conduire ont désormais une enseigne dans leur propre ville. Je vous le disais dans les titres, au Soudan, après les inondations meurtrières, le Nil entame sa décrue après avoir atteint ces dernières semaines un niveau historique provoquant des inondations meurtrières, a indiqué hier le ministère soudanais de l'eau et de l'irrigation. Le niveau du fleuve avait atteint le 7 septembre 17,67 mètres, même record absolu depuis un siècle, et le début des relevés avant d'amorcer lentement sa décrue pour atteindre ce dimanche 17,36 mètres. Le niveau de l'eau du Nil baisse dans la plupart des stations de contrôle, a indiqué le ministère dans un communiqué. De violentes inondations touchent la quasi-totalité du Soudan depuis fin juillet. Elles ont provoqué la mort de 106 personnes et 54 autres ont été blessées selon le dernier bilan de la défense civile soudanaise. De nombreuses terres agricoles ont même été détruites. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.